La pandémie Covid-19 a été un choc absolument extraordinaire, sans aucun précédent, à la fois humanitaire et économique. Humanitaire, bien sûr, un coût des vies perdues, mais économique aussi, parce que la seule politique qu'on avait d'endiguer la contagion et la diffusion du virus, c'était d'arrêter les contacts humains. Et arrêter les contacts humains, ça veut bien sûr dire arrêter les voyages en avion ou en train, ou la vie sociale, mais aussi la vie au travail. Donc on a fermé des entreprises, on a fermé des commerces, ça c'est un choc d'offres colossal. Et ça, fort de l'expérience des crises malheureusement financières qu'on a à peu près tous les 10 ans, les gouvernements ont tous agi de façon massive pour soutenir à la fois leurs entreprises et les ménages. Il faut savoir que collectivement, les pays du G20 ont dépensé 10 000 milliards de dollars pour soutenir leur activité économique et leurs citoyens. Alors la façon dont on a vécu ça était assez extraordinaire. On voit d'abord l'apparition du virus en Chine, bien sûr, mais aussi 1 ou 2 personnes ici et là en Europe. Très inquiet, parce qu'à l'OCDE, on s'occupe de 40 pays, donc on voyage beaucoup. Quand le virus est apparu en Chine, le premier réflexe a été de se renseigner pour savoir si ça allait toucher personne. Et si on devait arrêter les voyages, nous aussi. Mais surtout, on s'est renseigné auprès d'épidémiologistes pour comprendre comment le virus allait se diffuser et comment il allait attaquer, j'allais dire, l'économie de chaque pays. Et dès le mois de février, en parlant à une personne qui modélisait la diffusion du virus basée sur les transports aériens, on s'est rendu compte qu'on risquait d'avoir effectivement un choc incroyable dans tous les pays du monde. Il n'y a aucune crise qui a été dans tous les pays du monde. La crise financière, c'était une crise de 10 pays avancés. Et donc là, j'ai sonné l'alarme, je suis allée voir le secrétaire général et je lui ai dit il y a 2 choses. 1, je vais bientôt plus savoir faire de prévisions, parce qu'on n'a jamais vécu une période comme ça. Et 2, je pense qu'il faut qu'on se dépêche de publier ces prévisions, puisque le but des prévisions, c'est pas seulement des chiffres, mais c'est de donner des conseils en politique économique au gouvernement. Il a dit banco. On a accéléré les prévisions, on a ressorti de nos cartons toutes les mesures de politique économique qui avaient été utilisées dans les crises précédentes, et on en a une tous les 10 ans en économie à peu près, le chômage partiel, le coussin de trésorerie pour les entreprises, et on a publié ces prévisions tout début mars 2020, ce qui a fait à la fois un petit choc sur les marchés financiers et aussi un réveil, un cri d'alarme pour tous les gouvernements pour qu'ils se préparent. Et pour conclure, je dirais que ça a été un formidable succès, parce que je pense que dans tous les pays, même les pays émergents, on a réussi à protéger en grande partie les populations. Là où je pense que le monde n'a pas encore réussi, c'est à dépenser les 50 milliards de dollars nécessaires pour vacciner la planète entière, quand on pense qu'on a mis en place, on a dépensé 10 000 milliards de dollars pour soutenir nos économies. Une autre façon de décrire les effets économiques de la crise Covid, c'est qu'il y avait une catastrophe qui menaçait de frapper les acteurs privés, les ménages et les entreprises. Et qu'est intervenu, heureusement, un assureur public massif, les États, les banques centrales, pour reprendre les risques et pour retirer les risques aux acteurs privés. Alors nous, les banques centrales, notre rôle, ça a été de maintenir la confiance dans la monnaie, dans le système financier, pour éviter que ne s'ajoute à la crise sanitaire et à la crise économique, en plus, une crise financière. Et cette crise financière, elle menaçait, on l'a peut-être oublié, mais moi je me souviens très bien de la semaine qui a commencé le lundi 16 mars 2020, la semaine du premier confinement, où les marchés financiers ont marqué leur défiance, notamment vis-à-vis de l'Italie. Et le mercredi matin, le 18 mars, Christine Lagarde, présidente de la BCE, m'appelle, nous discutons un peu de la situation et elle me dit qu'elle envisage de convoquer le soir même un conseil des gouverneurs exceptionnel, ça n'arrive jamais, et de prendre des mesures très fortes. Et je lui dis, moi, Christine Lagarde, je soutiendrai à fond ce paquet. Nous discutons un peu dans la journée sur la mise au point et nous nous retrouvons tous au téléphone à 19h30, chacun de nous était chez lui, les 19 gouverneurs de la zone euro, les 6 membres du directoire de la BCE, et nous décidons en 2h30 les mesures les plus fortes de l'histoire de l'euro, un paquet de 750 milliards d'euros. Et ça a marché. Le lendemain, les tensions sur l'Italie se sont dissipées, et puis peu à peu, la confiance est revenue, on a évité la crise financière. Alors en pratique, notre rôle, ça a été de mettre en place un pont de financement vers
à la fois les acteurs qui se financent via les banques, les PME et puis les ménages. Ça, c'est un programme qui s'est appelé le TLTRO. Et puis, vers les acteurs qui se financent via les marchés, les États et les grandes entreprises. Ça, c'est un programme qui s'est appelé le PEP. Chacun de ces programmes a représenté, in fine, 2000 milliards d'euros à peu près. C'est de l'argent que nous prêtons à l'économie qui devra revenir vers la Banque centrale dans plusieurs années, mais qui a permis d'apporter du temps face à la crise, d'apporter de la confiance et puis d'apporter ce qu'on appelle de la liquidité. D'habitude, dans une crise, le robinet du crédit se referme. Là, au contraire, il s'est accru pour éviter d'ajouter au choc économique. Collectivement, nous avons bien géré la crise Covid sur le plan économique. Pour autant, elle laisse évidemment pour l'après-Covid un certain nombre de défis. D'abord, bien sûr, la dette publique qui a augmenté, l'assureur public a repris les risques, et puis un certain nombre de transitions que nous devons réussir dans la durée. La transition numérique qui a été accélérée par la crise Covid, où l'Europe est d'ailleurs un peu en retard, et puis la transition écologique qui, heureusement, n'a pas été laissée de côté. Et ce qui s'est passé sur une crise épidémique nous montre ce qui pourrait se passer sur une crise climatique. Et là, l'Europe est plutôt en avance. C'est ça, les défis de l'après-Covid.